Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La fièvre Ebola est un réel danger, une menace permanente pour la sous-région ouest africaine et même pour le reste du monde. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'a dit, c'est indiscutablement une urgence de santé publique de portée mondiale. Personne, ni aucun pays n'en est à l'abri. À ce jour, la Côte d'Ivoire ne signale aucun cas. Il faut donc anticiper. Et les spécialistes que nous accueillons ce soir nous situeront sur la question. Et ce sont le professeur Emmanuel Bissanyene, chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Vous avez ensuite le professeur Mireille Dosso, microbiologiste, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, le docteur Daouda Koulibaly, chef du service de la surveillance épidémiologique à l'Institut national d'hygiène publique. Bonsoir. Et vous êtes par ailleurs point focal communication du Comité national de lutte contre la fièvre Ebola. En tout cas, merci d'être venu, merci de nous aider à comprendre et nous indiquer surtout les précautions devant cette maladie qui met l'Afrique en quarantaine. Mais avant tout, nous allons suivre ce reportage qui nous fait l'état des lieux. Apparu pour la première fois chez l'homme en 1976, lors de 2 flambées simultanées au Soudan et en République démocratique du Congo. Le virus d'Ebola a pour origine une rivière qui coule aux abords d'une petite localité du nord de l'actuelle République démocratique du Congo. Depuis sa date d'apparition, des épidémies de contamination sont régulièrement détectées presque chaque année. Ces épidémies surviennent principalement dans les villages isolés d'Afrique centrale et de l'Ouest. Depuis le mois de février 2014, une épidémie de fièvre hémorragique s'est déclarée en République de Guinée, dans la région de Zérékoré située à environ 150 km de la frontière ivoirienne. La maladie à virus Ebola est l'une des maladies virales les plus graves connues chez l'homme. L'infection par le virus Ebola se manifeste par une fièvre hémorragique dont les premiers symptômes apparaissent entre 2 et 21 jours après la contamination. Au stade initial, on observe une apparition brusque de fièvre, de faiblesse intense, de myalgie, de céphalée et de l'irritation de la gorge. Au stade avancé, on observe des vomissements, des diarrhées, des éruptions cutanées, des insuffisances rénales et hépatiques, des hémorragies internes et externes, les saignements des gencives, l'ulcération de la bouche et des lèvres et des saignements vaginaux. Le virus a la faculté de se multiplier rapidement. Une semaine après le début des symptômes, il a déjà eu le temps de produire une grande quantité de particules virales qui envahissent le sang et les cellules du malade, notamment les cellules du système immunitaire. Le virus s'introduit dans la population humaine après un contact étroit avec le sang, les spermes, les sécrétions, les organes ou les liquides biologiques d'animaux infectés. L'infection a été constatée après la manipulation et la consommation de chimpanzés, de gorilles, de souris, de chauves-souris, de singes, d'antilopes des bois, de porcs-épics infectés ou retrouvés morts dans la forêt tropicale, ou par contact indirect par l'intermédiaire d'environnements contaminés par ce type de liquide, ou par les rites funéraires au cours desquels les parents et amis du défunt sont en contact direct avec la dépouille. Les sujets atteints restent contagieux tant que le virus est présent dans leur sang et leurs sécrétions. Selon les chiffres de l'OMS, la Sierra Leone enregistre 730 cas, dont 315 décès, le Libéria 599 cas, dont 323 décès, la Guinée 506 cas, dont 373 décès, et le Nigeria 13 cas, dont 2 décès. À ce jour, le chiffre de décès annoncé par l'OMS s'élève à plus de 1427. Il est à préciser qu'il n'existe aucun vaccin ni traitement spécifique, symptomatique et asymptomatique certifié à ce jour pour cette maladie qui tue jusqu'à 90% des personnes infectées.
Docteur, ces images sont très fortes. Beaucoup a été dit, mais nous voudrons beaucoup de précisions avec vous. On ne pose plus la question de savoir si Ebola, c'est une réalité. L'élément l'a indiqué tout à l'heure. Et l'histoire récente de la fièvre Ebola, en 2014, remonte à février. C'était en Guinée que la maladie s'est déclarée. Et très rapidement, elle s'est propagée au Libéria, au Nigeria, en Sierra Leone. Et on dénombre plus de 2600 cas, près de 1500 décès. Donc c'est une réalité. La menace est à nos portes, elle est à nos frontières. Il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit. Professeur Dessau, lorsque vous avez vu ces premières images, quelle a été votre réaction? Quel sentiment vous exprimez au fond de vous-même? Ce sont des sentiments de gravité. La fièvre hémorragique à virus Ebola, c'est une des plus sévères. Et donc, toutes les mesures vraiment de prévention, de prise en charge des malades, concernant les rythmes funéraires, doivent être absolument prises parce que c'est la particularité de ce virus, c'est de passer par la peau saine. Alors, professeur Bissagné, vous, certainement en regardant, vous avez envie de dire il faut qu'on aille très vite. Il faut qu'on aille très vite. La situation est grave. Je crois que l'OMS l'a reconnu, tout le monde le reconnaît. C'est une pathologie qui est très contagieuse. Donc le risque d'extension est très rapide. Vous voyez très rapidement de la Guinée au Libéria, en Sierra Leone, au Nigeria. Ça va vite. Donc il faut une réaction, une riposte très rapide pour qu'on puisse protéger la population et les personnes à risque également. Tout à l'heure, nous allons développer cet aspect parce que la maladie a montré sa capacité de voyager très rapidement. Mais, docteur Koulibaly, c'est quoi l'agent pathogène? Présentez-nous en des mots très simples. C'est une maladie qui est très contagieuse. Elle est due à un virus. C'est une maladie qui occasionne des épidémies. C'est une maladie qui donne des épidémies fulgurantes. Elle occasionne plusieurs décès. C'est l'une de ses particularités. Et c'est la toute première fois qu'elle se déclare dans la sous-région. Et ce virus a la particularité d'être, j'allais dire, très redoutable, puisqu'il occasionne beaucoup de décès, comparé à d'autres virus où des maladies, des formes sont le plus souvent bénignes. Lorsque le docteur Koulibaly dit redoutable, le mot il est faible, il est fort, il est au-delà. C'est un virus qui survit pendant plusieurs jours dans une température plus ou moins élevée, professeur. Oui, tout à fait. C'est un virus particulièrement virulent et qui se transmet très facilement par contact de l'homme à l'homme. C'est un virus très, très virulent et pour survivre, je dirais qu'il doit passer d'une personne à une personne. D'une personne à une autre, pour survivre. Voilà. Sinon, si on arrête justement la chaîne de transmission, eh bien l'épidémie aussi s'arrête. Donc c'est pour ça que les mesures de prévention sont vraiment très, très importantes à appliquer. Qu'est-ce qui rend cela si spécifique, si mortel? Son taux de létalité est assez élevé. Oui, c'est-à-dire qu'il se multiplie beaucoup. Il se multiplie beaucoup. Voilà, il se multiplie beaucoup et très rapidement. Qu'est-ce qui le favorise? Et il envahit l'organisme. Oh, bien sûr, les conditions d'hygiène précaires, d'autres pathologies, etc., mais surtout les conditions d'hygiène, la promiscuité, etc., et surtout les contacts avec les malades, les contacts aussi avec les corps aussi. Professeur Bissagné, les populations n'ont pas encore pris la pleine mesure de la situation et pourtant Ebola est une réalité. Vous expliquez cela? Quand on se trouve devant une épidémie, bien sûr on est surpris de l'extension de la maladie, de l'infectiosité du virus. On est tous surpris. Mais en réalité, c'est une pathologie qui est connue. Qui est assez bien connue parmi les... Vous avez dit connue, assez bien connue. Oui, connue. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, je veux dire. Elle est connue et des études se font depuis plusieurs années sur cette pathologie. Mais ces dernières années, comme l'a dit le professeur Dessau, il y a eu peut-être des conditions épidémiologiques qui sont modifiées. Le virus est devenu encore plus virulent. Donc, il s'est répandu très rapidement dans la population générale et il a beaucoup voyagé. Donc, ça nous préoccupe beaucoup, cette capacité à le virus de se multiplier et surtout de s'accompagner de la fragilisation des vaisseaux de l'organisme qui fait que le patient va saigner
Et cela, c'est une circonstance de son décès. Et comment est-ce que vous expliquez qu'une maladie qui soit connue aussi longtemps, comme vous dites, on ait tant de mal à contrôler la situation, à maîtriser la situation? C'est le propre des maladies virales. Si on peut avoir des outils d'éradication, d'élimination, de lutter contre les bactéries, hein, encore que celles-ci développent des résistances, si on peut avoir encore des moyens de lutter contre les parasites, mais les virus, en dehors des vaccins, eh bien, les virus sont difficiles à maîtriser. Ils sont très difficiles à maîtriser. Ce sont les vrais parasites même de l'organisme, donc on n'a pas beaucoup d'outils pour les maîtriser en dehors de la vaccination. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur les mesures de prévention, les mesures d'hygiène, les mesures d'isolement, les mesures d'accueil des patients pour que le virus ne puisse pas se répandre dans la population. Donc, c'est le propre même des virus de se répandre très rapidement au sein de la population. Alors, docteur Coulibaly, à ce jour, quels sont les chiffres les plus actuels? Oh, j'ai regardé tout à l'heure avant de venir à cette émission, on était à 2615 cas, 1427 décès. 1427 décès. Dans les 4 pays touchés. C'était encore au 20 août. Ça veut dire que ça a déjà franchi cette barrière. Et depuis février 2014, depuis la Guinée, ça ne s'est plus arrêté? Non, ça ne s'est plus arrêté. C'est justement cela l'inquiétude. Parce que pour lutter contre cette propagation, il faut pouvoir contrôler la maladie à la source. Si on avait réussi à éteindre le feu rapidement en Guinée, elle ne se serait pas propagée au Libéria ou en Sierra Leone. Et comme elle n'a pas pu être contrôlée à la source, c'est ce qui explique la batterie de mesures que les différents pays sont en train de mettre en place. Quelle est l'explication du fait que tout a éclaté au même moment dans plusieurs régions, Sierra Leone, Guinée, Libéria, Nigeria? Y a-t-il une explication? Oui, bon, pour ces épidémies-là, en tout cas pour cette épidémie, on a pu trouver l'explication. Le point de départ, ça a été la Guinée. Et c'est de certaines localités de la Guinée qu'elle est partie au Libéria, ensuite en Sierra Leone ou au Nigeria. Donc l'explication, c'est le mouvement de population. Le facteur qui est associé à la propagation de l'épidémie, c'est le mouvement de population. C'est ça. C'est ce qui a fait que la maladie s'est propagée dans ces localités-là. Professeur Dessau, expliquez-nous, vous ne voyez pas bien comment la chose se passe. Subitement, en Guinée, en février, on parle d'Ebola. On n'en avait jamais parlé en Guinée. Comment est-ce que ça naît subitement? Non, en fait, ça n'est pas subitement. Ce qu'il faut dire, c'est que le virus d'Ebola est un virus qui est dans la faune sauvage, qui est donc dans la forêt. Et si vous allez au contact de ce virus qui est dans la forêt, soit parce que vous allez à la chasse, vous trouvez des animaux morts, que vous prenez capturez des animaux malades, vous allez revenir par exemple au village, vous allez dépecer ces animaux et c'est à ce moment-là que vous allez vous contaminer. Parce que la maladie est d'abord une maladie dans la faune sauvage et c'est secondairement une maladie qui se répand chez l'homme. Donc à l'origine, les épidémiologistes certes cherchent quel est le point de départ exact de cette épidémie qui se passe actuellement en Guinée. Mais c'est quelque chose qui est bien connu. C'est bien connu. Normalement, ça commence par une mortalité anormale dans la faune sauvage avant d'atteindre l'homme. Alors, Ebola, comment est-ce qu'on le diagnostique? Professeur Bissagné. Écoute, on le diagnostique à partir des signes cliniques qui font que le sujet suspect va se présenter parce qu'il a des symptômes qui sont relativement évocateurs. La fièvre reste le maître symptôme, qui est le signe le plus dominant. Classiquement, on a beaucoup insisté sur les hémorragies, à tel point qu'on parle de fièvre hémorragique à virus Ebola. Mais de plus en plus, quand vous regardez les derniers tableaux cliniques, on se rend compte que les troubles digestifs occupent aussi le second plan après la fièvre. Donc le suspect va présenter des signes digestifs à type de vomissement et de diarrhée. Et ensuite, c'est secondairement, quelques jours après, s'il n'est pas pris en charge, que les hémorragies vont apparaître. En réalité, les hémorragies sont d'apparition tardive.
à un stade avancé, on l'a dit dans le film, à un stade avancé de la maladie. Donc, le suspect qui se présente habituellement avec de la fièvre, des troubles digestifs et si possible une fatigue ou une asthénie générale et quelques signes généraux, à tel point que le plus souvent on va évoquer un paludisme, on va évoquer une autre maladie infectieuse, on ne pense pas à la fièvre Ebola. Et donc, voilà les symptômes qui peuvent amener à faire suspecter. Deuxièmement, le deuxième argument solide, qui est très solide, c'est la notion de séjour dans un endroit où on a parlé d'épidémie ou bien de fièvre Ebola. Quelqu'un qui viendrait de la Guinée, de la Sierra Leone, est un argument solide pour suspecter l'Ebola. Et enfin, il y a quand même une notion qui est importante. Est-ce que cette personne qui a séjourné en Guinée a pu avoir des contacts contaminants avec soit un patient, soit un suspect, soit un animal pour lequel on a suspecté Ebola? Bien sûr, quatrième élément, et qui est fondamental, il faut la biologie. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, heureusement, on a un centre de l'Institut Pasteur qui peut faire cette recherche du virus pour nous confirmer s'il y a virus ou non. Très bien. S'il y a virus Ebola ou non. Alors, à ce moment, je vais m'adresser au professeur Douceau. Il y a des signes visibles pour nous autres, mais il y a des signes de présomption, professeur. Vous qui êtes spécialiste en la matière, qu'est-ce que vous faites à l'Institut Pasteur depuis que la chose est déclarée, depuis qu'on en parle? C'est le lieu de remercier les partenaires qui, depuis une dizaine d'années, nous accompagnent pour mettre en place le diagnostic biologique des virus des fièvres hémorragiques en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est parce que nous avons eu un renforcement de capacités en termes d'infrastructures, en termes d'équipement, en termes de renforcement des compétences, que donc l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a la capacité de faire le diagnostic des virus des fièvres hémorragiques. Donc, c'est cette capacité qui, depuis que l'épidémie a été confirmée au 21 mars, nous avons donc mis en œuvre, n'est-ce pas, le diagnostic étiologique de la fièvre hémorragique Ebola, mais pas seulement Ebola, il y a d'autres virus des fièvres hémorragiques pour lesquels également on fait le diagnostic. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ça, ce qui est important que tout le monde sache, c'est qu'en fait, les réactifs sont des réactifs qui sont fournis par la communauté internationale. Ensuite, il y a un maillage international des réseaux de laboratoires. Et donc, le laboratoire supranational se trouve à Dakar. Et le laboratoire, je dirais, international, c'est soit aussi d'ici, soit au niveau du P4 de Lyon. Donc, on est dans un réseau de laboratoires et on s'assiste les uns les autres. Donc, en cas de positivité, l'échantillon sera acheminé vers un laboratoire supranational pour une confirmation. D'accord. Avant de continuer, nous allons suivre cet élément filmé. La vision du gouvernement avec le ministre de la Santé. Il s'agit de mesures de prévention prises par le gouvernement pour éviter l'accès du virus Ebola sur le territoire national. La politique menée donc par le gouvernement de Côte d'Ivoire face à cette terrible tragédie et qui frappe donc les pays voisins frères que sont le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et le Nigeria, mais nous partageons des frontières communes avec deux des pays frères et nous avons, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas à l'abri de cette propagation simplement parce que nous partageons des coutumes avec les pays limitrophes, le Libéria avec le Cavali qui est juste le fleuve qui nous sépare, la forêt, nous partageons également au niveau de tout le Pleu, au niveau de Danané, nous partageons vraiment les mêmes cultures, les mêmes rites funéraires, nous avons les mêmes habitudes de chaque côté du Cavali. Au niveau du Libéria, il y en a qui ont leur plantation en Côte d'Ivoire et qui dorment du côté Libéria. Donc il y a ce déplacement permanent qui est naturel, n'est-ce pas? Je veux dire qu'une frontière, elle est faite par les hommes. Hein? Voilà, c'est les hommes qui décident de mettre une limite. Mais est-ce que nos populations se sont adaptées à cette séparation faite par l'homme
au niveau des frontières. Je ne crois pas. Imaginez le stress de tous les membres du gouvernement qui ont pour devoir d'aller vers leur population, leur expliquer le danger de cette maladie. Donc tout le monde est impliqué, tout le monde est concerné. Partout où il y a des déplacements de population, vous devez être concerné. Dans vos entreprises, vous mobilisez les personnes vont et viennent, vous êtes concernés. À la maison, vous êtes concernés. Avec vos enfants qui font leurs études à l'extérieur, qui pendant les vacances, tous les soirs, sont en boîte, vous êtes concernés. Même quand vous allez à l'église, au temple, à la mosquée, vous êtes concernés. Tout dépendra de l'attitude que vous allez adopter et qui permettra à votre voisin à côté d'adopter la même attitude. On a dit que ça va être difficile de ne pas serrer les mains. On nous a dit que ça va être complètement impensable qu'en Côte d'Ivoire, on ne fasse pas à tout. Bon, les bises, là, ça vient de l'extérieur. Mais chacun est conscient que l'heure est grave. L'heure est très grave. Alors, docteur Koulibaly, Madame la ministre a donné quelques points, quelques éléments de précaution, de prévention. Est-ce qu'on peut les commenter ensemble? Vous savez, l'objectif du ministère dans cette lutte, c'est 2 axes majeurs. Le premier axe, c'est de faire en sorte que la maladie ne se propage pas en Côte d'Ivoire. Premier axe. Donc, des efforts sont déployés dans ce sens. Surveillance épidémiologique, information, sensibilisation de communauté, contrôle sanitaire aux frontières, ainsi de suite. Deuxième axe majeur, si malgré nos efforts, la maladie se propage chez nous, la contenir rapidement, l'endiguer et faire en sorte qu'elle ne se propage pas davantage. Donc c'est sur ces 2 axes-là que planche vraiment Madame la ministre. On peut dérouler le premier axe qui marche jusqu'à présent, depuis février. Les mesures qui ont été mises en place nous ont permis jusqu'à présent de ne pas enregistrer de cas. OK? Ces mesures, c'est lesquelles? Premièrement, le contrôle sanitaire aux frontières. L'aéroport est une frontière, les frontières terrestres et les frontières maritimes. Jusqu'à présent, ça se passe très bien. Qu'est-ce qui se passe aux frontières? On donne l'information aux populations pour leur dire qu'il y a une maladie qui est assez grave, qui se manifeste de la façon suivante. Fièvre, maux de tête, saignement. Si vous présentez cela, il faut vous signaler au centre de santé le plus proche. Si vous passez quand même la frontière et que vous arrivez au village, dans la communauté, si vous présentez aussi ces signes, il faut le déclarer à l'agent de santé. Première mesure. Deuxième mesure, c'est les mesures d'information et de communication à la population. Il faut leur expliquer c'est quoi la maladie. Parce qu'il a été rapporté dans les pays touchés que l'incompréhension et la méconnaissance des populations a été un facteur de propagation de la maladie. Donc, il faut donner la bonne information aux populations. Nous avons mis à ce niveau les autorités administratives au premier rang, les préfets, les sous-préfets, pour qu'ils rencontrent les leaders religieux, les leaders communautaires, pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que la fièvre Ebola, comment se protéger de cette maladie. Et puis, par la suite, avec l'évolution de la maladie, d'autres mesures sont sorties. Notamment le fait de ne pas se serrer les mains, le fait de ne pas faire les accolades. On pourra en parler tout à l'heure si vous le voulez. De ne pas se serrer les mains, de ne pas se faire d'accolades. Professeur, réaliste? On est dans une situation difficile à vivre. Le risque de contamination, je l'ai dit tantôt, est très grand. Et ce qui est encore plus dangereux, les virus, ils peuvent manifester les signes cliniques dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il y a parmi nous des personnes qui sont porteuses du virus et qui sont asymptomatiques, qui ne présentent pas les signes de la maladie, pour diverses raisons, génétiques ou d'anticorps, etc., mais qui ne présentent pas, mais qui peuvent être porteurs du virus dans les mains, sur la peau, et le transmettre. Donc, limiter même le fait de se saluer une très bonne chose, et que ça ne devrait pas... Ça va peut-être choquer la population, ça choque la population parce que c'est une pratique qui est très fréquente. Mais c'est une décision nécessaire. Voilà. Mais c'est une mesure nécessaire. En matière de prévention, il faut capitaliser toutes les mesures, tous les moyens qui peuvent faire en sorte que la population soit protégée. Professeur Dosso, dans la vie de tous les jours, vous avez constaté qu'on se salue moins, non? Je n'ai pas constaté sur ce personnellement, mais non. ce que je voudrais dire... Non, pas de statistiques, mais à vue d'œil. Non, ce que je voudrais dire surtout, et je pense que ce qu'il faut dire à tout le monde, c'est que c'est un virus, lorsque vous êtes contaminé, vous en avez sur les mains, vous en avez sur la peau, vous en avez aussi sur les vêtements.
Sur les vêtements? Oui, sur les vêtements. Donc, quand vous faites les accolades ou quand, etc., vous serrez la main, vous augmentez le risque, en fait, d'être infecté, d'être contaminé. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le virus, il est fragile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend l'habitude vraiment de se laver les mains fréquemment dans la journée avec de l'eau et du savon, on réduit encore le risque d'être contaminé et infecté. Mais donc, en associant les mesures de ne pas se serrer la main ou d'éviter de se serrer la main, de ne pas faire d'accolade, on réduit le risque éventuel de contamination des populations entre elles. Parce que pendant la période avant d'avoir la fièvre, vous pouvez être contaminé, ça ne se sait pas. La fièvre est le premier signe, mais vous avez déjà été contaminé avant. Et c'est si vous avez été contaminé et que vous n'avez pas la fièvre, que vous serrez des mains, que vous faites des accolades, etc., eh bien, vous transmettez le virus. Alors, le plus simple semble être se laver les mains. Comment est-ce qu'on se lave les mains? Ce n'est pas de façon ordinaire. Il faut se laver les mains de façon, je dirais, nous on dit hygiénique des mains, c'est-à-dire pendant quand même quelques minutes avec de l'eau et du savon, et puis se rincer. C'est-à-dire, ce n'est pas un lavage des mains sommaire. Peut-être que oui, docteur Coulibaly peut expliquer mieux que moi. Vous savez, nous ne sommes pas encore affectés. Donc nous avons pour mission d'anticiper. Absolument. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'on tire profit de ce qui s'est passé dans les autres pays. Nous avons les résultats des évaluations qui ont été faites dans ces pays-là. Ce n'est pas au moment où la maladie va rentrer chez nous maintenant qu'on va adopter ces bonnes pratiques. Les changements de comportement sont difficiles, c'est vrai. Ces changements seront soutenus par des actions de communication, ça c'est vrai. Et au début, on a pensé que ça allait créer la psychose. On n'a pas observé cela. Et les micro-trottoirs qu'on a vus, ce qu'on a lu vraiment sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de panique. Donc c'est bon. J'encourage vraiment les populations à suivre, à adhérer à ces mesures. Maintenant, pour revenir au lavage de mains, il faut laver vraiment les mains avec du savon, faire en sorte que toutes les zones qui ne sont pas accessibles, vraiment soient accessibles avec les doigts. Il faut les frotter très bien, correctement, ensuite bien les rincer, et puis bon, vous débarrassez des microbes. Il y a une démonstration qu'il faut faire. Bon, on parle de lavage des mains en 10 étapes. Peut-être qu'on n'a pas de savon ici pour le faire, mais on pourrait le faire. Oui, expliquez toujours, c'est toujours bien, bien de savoir. 10 étapes, on commence par où, on fait comment? Oui, on met du savon, on frotte entre les doigts, le dos et ainsi de suite, et puis après on se rince. En tout cas, le principe, c'est vraiment de faire en sorte qu'aucun espace ne soit négligé et que les mains soient débarrassées vraiment de toute souillure. C'est cela. Mais docteur, ces derniers temps, on vend beaucoup de gel sur les surfaces que je n'ai pas envie de citer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit y croire? Ou nous qui ne savons pas quel gel utiliser? En réalité, dans le contexte de la prévention, on peut toujours les utiliser parce qu'ils permettent d'assurer un nettoyage et d'éliminer quelques pathogènes, même s'ils ne les détruisent pas. Je pense qu'utiliser en milieu de soins les solutions hydroalcooliques, ces gels-là, ça me paraît également pertinent en matière de prévention. On ne perd rien en les utilisant. On ne perd rien en les utilisant. C'est ça aussi dans la prévention, il faut capitaliser tous ces moyens-là. Docteur Coulibaly, tout à l'heure vous avez parlé des frontières qui sont fermées avec certains pays affectés par la maladie. Mais vous le savez aussi, certains contournent pour passer par des pays où on n'a rien déclaré pour entrer, par exemple, sur le territoire national. À ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ce qu'il faut d'abord indiquer sur cette question, c'est que déjà à la réunion de Conakry, il a déjà été indiqué dans les pays touchés qu'il faut faire en sorte que les populations ne se déplacent pas pour venir vers les pays non touchés. Donc la première action, c'est d'abord au niveau des pays affectés. Réduire vraiment le risque de ce mouvement-là. Créer ce cordon sécuritaire pour ne pas que les personnes viennent chez nous, premièrement. Deuxièmement, chez nous, c'est d'indiquer à ces personnes que pour l'heure, vous ne pouvez pas rentrer dans une localité qui n'est pas touchée, puisque déjà, à votre niveau, ce n'est pas permis. Maintenant, lorsque ces personnes essaient de contourner la frontière et rentrer par chez nous, lorsqu'elles sont interceptées, bon, les mesures s'appliquent. Peut-on parler aujourd'hui de méconnaissance de la maladie par le personnel de santé? Ce n'est pas tous les acteurs de la santé qui sont informés de la même façon, au même niveau. Et je dois même dire que l'évaluation qui a été faite dans les pays touchés, en tout cas, à la réunion d'Accra, a relevé ce fait. Et ce qui a expliqué un peu la crainte du personnel de santé.
Voilà. Donc la nécessité de leur donner la bonne information sur les mesures de précaution observées pour ne pas eux-mêmes contracter la maladie. Justement, ce personnel de santé a une peur qui s'explique, comme vous venez de le dire. Mais comment rassurer? Avec quels mots? Je pense que tout simplement, il faut expliquer ce que c'est que la maladie, comment elle se transmet et comment il faut faire pour l'éviter. Une fois que les personnels sont très bien informés et surtout qu'ils ont très bien compris l'information, je pense que c'est important. Dans tous les cas, le seul mot d'ordre vraiment, c'est la prévention par tous les moyens. C'est ça. Oui, professeur? Oui, vous avez dit le mot, le personnel de santé a peur. L'exemple de la Guinée est là. Nous avons reçu des informations de l'OMS sur 100 personnes contaminées dans le milieu de soins. C'est environ 70% de ces sujets contaminés qui sont décédés de la maladie. Donc, ce personnel-là a des informations qui passent un peu partout dans les médias, à la télévision. Donc le personnel a pris peur en ce qui me concerne le service des maladies infectieuses où je suis. Donc, ayant donc cette information, il y en a qui se disent, bon, le moins de contact avec le suspect ou le patient, ils seront contaminés. Donc, ils exigent de plus en plus qu'il y ait un renforcement des capacités au niveau de ces centres d'accueil, en particulier chez moi. C'est pourquoi nous avons fait des propositions à Madame la ministre pour que nous ayons d'autres centres d'accueil que les services qui ne sont pas faits traditionnellement pour recevoir les suspects ou les patients Ebola. Nous avons fait de très bonnes propositions qui ont été acceptées, analysées au niveau de la cellule ministérielle. Et nous pensons que cette façon de faire pourra dissiper la peur, la crainte de ce personnel. J'ai eu la chance d'assister à une des rencontres des spécialistes. Ils n'aiment pas tellement qu'on dise isolement. Alors, que fait le médecin dans un centre de santé où il y a un cas? Comment est-ce qu'on se comporte? Qu'on dise le mot, qu'on ne le dise pas, mais il y a un isolement sanitaire qu'il faut faire. Voilà, qu'il faut faire. Il faut un endroit bien précis. L'OMS a des modèles, a des modèles qui proposent pour pouvoir construire ces endroits-là. Donc le médecin, il est impliqué dans les soins de ses patients, parce que c'est lui qui va examiner le patient, faire le dossier patient du patient. C'est lui qui va coordonner toutes les mesures qui seront mises en place. C'est lui qui va orienter les prélèvements. C'est lui qui va orienter toutes les précautions qui seront prises pour éviter la contamination des autres collaborateurs. Donc il a un rôle fondamental à jouer. Il y a aussi les infirmiers qui sont très impliqués. Ensuite, même les garçons de salle, les garçons de surface qui nettoient là-bas, qui sont très exposés. Donc tout le monde est impliqué dans la prise en charge des patients. Très bien. Puisqu'on parle du personnel de santé, on va continuer. Professeur Dosso, alors, comment est-ce qu'il faut gérer le contact avec un humain d'abord, le contact avec un animal mort, et surtout, vous travaillez avec, oui, on le dit tout en même temps, surtout vous travaillez sur des primates souvent, voilà. Il faut gérer cela, et puis gérer aussi le contact avec un malade. Bon, d'abord, l'échantillon, entre guillemets, qui est dit suspect d'Ebola, il ne se transporte pas comme un échantillon ordinaire. Il y a des containers spécialisés qui sont assignés à cette tâche. Donc, ces containers sont à la disposition de l'Institut national d'hygiène publique ou de certains services, comme le service des maladies infectieuses, comme l'hôpital militaire. Et s'ils ont éventuellement un cas qu'ils veulent faire analyser, les échantillons de sang, puisque c'est des échantillons de sang, sont placés dans ces containers. Et ce container permet donc de transporter en toute sécurité, soit par avion, soit par voie terrestre, soit par etc., pour arriver au laboratoire. Alors les mêmes précautions que vous avez vues sur le film, n'est-ce pas, pour, je dirais, se prendre en charge les malades, ce sont exactement les mêmes précautions qui sont prises au niveau de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est doté de ce qu'on appelle un laboratoire de haute sécurité qui permet de manipuler ces échantillons-là.
Et le personnel aussi qui travaille sur ces échantillons revêt ses équipements de protection individuelle. Et donc les mêmes précautions qui sont prises pour prendre en charge les malades, ce sont les mêmes précautions qui sont prises aussi pour traiter les échantillons. Et c'est parce qu'on a les infrastructures adéquates qu'on peut le faire. Et effectivement, pour les animaux, ça s'est passé dernièrement, il y a des sacs qui sont adaptés. Si l'animal est décédé, qu'on veut l'envoyer au laboratoire, bien c'est la même chose, le personnel qui doit le prendre va s'habiller de la même manière et il y a des sacs spécialisés qui permettent de les transporter et éventuellement de faire les diagnostics à l'Institut Pasteur. Et le contact avec le cas suspect, c'est lequel? Il y a ce que nous appelons d'abord le cas alerte. C'est un sujet qui va présenter fièvre, maux de tête, avec ou sans saignement, diarrhée ou vomissement, tous ces signes-là. Il leur est demandé de se rendre dans le centre de santé le plus proche. Je vais profiter vraiment de cette question pour clarifier un peu notre démarche. Ce cas alerte se rend dans le centre de santé. Lorsque le médecin ou l'infirmier, l'agent de santé qui va le recevoir, va l'examiner, va poser certaines questions pour rechercher des facteurs d'exposition. La notion de séjour en zone affectée, la notion de contact avec un animal infecté, mort ou malade, la notion de contact avec quelqu'un qui présente des signes similaires. Et en l'absence, et j'insiste, de tout autre diagnostic, pouvant expliquer les signes qu'il présente, ce sujet est considéré comme suspect. Donc le médecin, dans ce cas, va porter son équipement de protection individuelle, combinaison, blouse, et lui faire un prélèvement sanguin. Ce prélèvement va être mis dans le conteneur dont vous a parlé tout à l'heure le professeur Dosso et acheminé à l'Institut Pasteur pour confirmation. Voici la démarche. Donc lorsqu'on voit un médecin porter des équipements de protection pour faire un prélèvement, ça ne veut pas dire que le sujet a de la fièvre Ebola. Non. C'est des précautions qu'il observe pour se protéger lui-même. C'est vraiment cela. Lorsque quelqu'un qui fait de la fièvre et qui saigne, ça ne veut pas dire qu'il a forcément de la fièvre Ebola. Voilà. Le ministère a demandé aux agents de santé d'observer un maximum de protection. Porter des gants avant d'examiner systématiquement tout malade. Si vous venez à l'hôpital aujourd'hui, M. Fofana, qu'on vous examine avec des gants, ça ne veut pas dire que vous avez la fièvre Ebola. Non. C'est une mesure de précaution rigoureuse. Ils sont en première ligne, ils payent un tribut considérable à cette lutte, donc il ne faut pas les exposer. Peut-on guérir de la maladie lorsque un malade est déclaré, connu très clairement? C'est vraiment un message du ministère de la Santé. On peut en guérir, donc il ne faut pas rester à la maison. Lorsque vous souffrez, il faut vous rendre dans le centre de santé le plus proche. Vite, vous êtes pris en charge, vite, vos chances de guérison sont réelles. L'expérience a montré que la contamination est intrafamiliale, la contamination est intra-hospitalière. Donc il faut vraiment se rendre dans le centre de santé et nous, là-bas, nous allons prendre les mesures qui s'imposent pour vous protéger. Il ne faut pas laisser la maladie prendre avance, c'est cela. D'accord. Je voudrais également ajouter que sur l'utilisation de ce sérum-là, qui a été expérimenté chez les souris guérissent de l'infection à 100%. Parce que c'est dans le domaine de l'expérimentation et les injections du sérum sont faites de façon précoce. Mais si ce sérum est injecté 48 heures après ou 72 heures après, le taux de mortalité est de 50%. Donc le malade, dans la moitié des cas, ne survit plus à la maladie. Vous voyez, je rejoins Koulibaly, quand il parle de la précocité du diagnostic, de la consultation et du diagnostic et de la prise en charge, c'est très important pour qu'on puisse agir sur un certain nombre de paramètres qui puissent amener la guérison du patient. On peut donc guérir de cette maladie si on consulte assez tôt. On peut traiter les symptômes et pouvoir sauver le patient sans que l'issue soit toujours fatale. Qu'est-ce que cela signifie, professeur, lorsqu'on dit que ce sérum il est expérimental? C'est expérimental, c'est parce qu'il n'a pas subi tous les essais cliniques avant d'être utilisé, puisqu'il y a des protocoles internationaux qui sont très très stricts pour utiliser des nouveaux traitements. Dans ce cas-là, je dirais entre guillemets, ce sérum n'a pas subi tous les tests en conformité. C'est ça. Mais ce que je voudrais dire, si vous permettez, plus vous allez vite à l'hôpital, plus vous avez de chances d'accéder à la possibilité d'un diagnostic de laboratoire. C'est ça. C'est ça aussi. Et plus vous allez accéder à la possibilité d'un diagnostic de laboratoire, plus vite vous saurez que vous n'avez rien, ou bien si vous avez quelque chose, vous allez être correctement pris en charge.
Plus vous allez vous attarder, vous allez venir à un stade pour lequel on ne peut rien pour vous, ni du point de vue symptomatique, et surtout, vous allez risquer de contaminer plusieurs membres de votre famille. C'est-à-dire que même les personnes qui fuient, par exemple, le Libéria ou la Guinée, qui passent par le Mali ou le Burkina, etc., pas seulement des étrangers, mais des Ivoiriens, ils ont intérêt, quand ils arrivent dans la localité, de se signaler. Comme ça, ils sont surveillés et si éventuellement ils présentent de la fièvre, ils peuvent être rapidement pris en charge. Je voudrais insister sur la rapidité de la prise en charge, de ne pas se cacher dans les maisons. Il vaut mieux aller à l'hôpital parce qu'on a une petite fièvre, il vaut mieux aller, je dirais, en excès que ne pas le faire. Plus vous allez aller vite à l'hôpital, plus vous avez des chances de vous en sortir. Tout à l'heure, nous allons parler justement des prises en charge. Mais le professeur, dites-nous, est-ce qu'un survivant, déjà, il est immunisé désormais? Oui, très bien même. Mais il est immunisé contre la souche qu'il a infectée. S'il a fait Ebola Zaïre, il est immunisé contre Ebola Zaïre. Ah oui. Contre Ebola Zaïre. Oui, c'est-à-dire il est immunisé. Pas d'immunité croisée totale. Contre le type qu'il a infecté. D'accord, c'est bien compris. On va continuer en parlant de campagne, la campagne de sensibilisation du virus à Ebola auprès des entreprises publiques et privées initiée par le ministère de la Santé, le CICG. Le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG a déployé un dispositif de communication dénommé Prévention Ebola. Mobilisons-nous contre l'Ebola pour renforcer les actions de communication du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Face au risque de propagation en Côte d'Ivoire de l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique occidentale et particulièrement dans la zone forestière de la Guinée et du Libéria, le gouvernement a pris d'importantes mesures en vue de la protection des populations afin que le pays n'enregistre aucun cas. Le dispositif de communication Prévention Ebola, Mobilisons-nous contre l'Ebola vient en appui à cette campagne pour multiplier les moyens et canaux de diffusion afin de rendre accessible l'information sur cette maladie. Informer, sensibiliser, mobiliser sont les 3 axes de communication du dispositif Prévention Ebola. Il permet de sensibiliser largement les populations vivant en Côte d'Ivoire, présente la maladie, en décrit les symptômes ainsi que les mesures de prévention à mettre en œuvre pour empêcher la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre pays. Ce dispositif compte 6 composantes que sont un site web www.prevention-ebola.gouv.ci, une campagne SMS, une émission informative télévisée sur RTI 1, une émission radio et des capsules radiophoniques, un ensemble de support points et un kit d'information. Avec le dispositif Prévention Ebola, le gouvernement remplit sa mission de rendre accessible l'information aux citoyens face à cette terrible maladie afin d'assurer leur protection dans un contexte où aucun vaccin ou traitement avéré n'est encore officiellement disponible. Le Centre d'information et de communication gouvernementale a organisé une cérémonie dénommée « Mobilisons-nous contre l'Ebola ». Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne d'appui aux actions de communication du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida pour la prévention de la maladie à virus Ebola. Le kit de communication comporte des affiches, des prospectus et des spots radio en version française Baoulé BT Djoula. Étaient conviés à cette cérémonie les responsables de communication des ministères, des structures publiques et parapubliques et des entreprises privées. L'objectif de cette activité est de susciter l'implication active de toutes ces structures en qualité d'entreprises citoyennes dans la diffusion des messages du gouvernement pour informer et sensibiliser les populations contre la fièvre Ebola. Madame Anne-Marie Konompen a remercié particulièrement les entreprises qui n'ont pas hésité à répondre à l'invitation du CICG et qui par leur présence démontrent déjà leur engagement à être des relais de diffusion du message de sensibilisation pour la prévention de la maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire. Docteur Koulibaly, parce que les entreprises se mobilisent justement, est-ce qu'on ira jusqu'à demander à chaque entreprise désormais de prendre les dispositions, par exemple, pour qu'il y ait des centres pour accueillir un cas potentiel? Nous avons échangé avec les entreprises, nous avons fait des recommandations, nous les avons aidés à mettre en place des mesures. La première mesure que nous demandons à chacune de ces entreprises, c'est d'abord d'organiser des campagnes d'information et de sensibilisation des agents. Première mesure. Deuxièmement, nous avons demandé à ces entreprises de venir vers nous, nous allons former leurs agents de santé.
Parce que dans ces entreprises, effectivement, il y a un petit système de santé, un établissement sanitaire, une petite formation. Troisième mesure, nous avons demandé à ces entreprises de mettre en place un système de contrôle de l'infection. Parce qu'en pratique, c'est quoi? Un agent d'une entreprise, lorsqu'il est malade, il ne va pas peut-être au CHU ou bien au privé, il vient d'abord dans le centre de santé de l'entreprise. Donc le médecin, lui, qui va le suspecter, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'ils identifient un petit local d'isolement où ils vont d'abord mettre en place ce malade-là. Et puis maintenant, quatrième mesure, nous avons demandé à ces entreprises d'intégrer le réseau national de surveillance. Donc lorsque vous mettez ces conditions-là, vous avez des équipements de protection, vous avez des gants, l'eau de javel, ainsi de suite, dans ce petit local. Vous appelez maintenant l'Institut national d'hygiène publique ou le SAMU qui va venir prendre le malade en charge pour l'envoyer dans le site adéquat de prise en charge. Voici un peu vraiment les mesures que nous avons essayé de mettre en place avec ces entreprises-là. Il faut nécessairement qu'elles mettent en place un petit mécanisme de contrôle de l'infection in situ. Ça s'impose. Alors, je voudrais aller sur un cas pratique. En cas de décès, les rites funéraires ne sont plus les mêmes désormais. Tout à fait. Je dirais que le patient vivant présente un risque, mais le patient décédé présente un risque qui est 2 fois ou 3 fois plus que le patient vivant. Et donc le corps du défunt est très, 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 très contagieux. Et donc vraiment, il faut vraiment dire à la population de surseoir aux rites funéraires et de laisser les organismes qui sont impliqués pour inhumer les corps de leurs défunts. Parce que beaucoup de contaminations sont liées aux manipulations des corps. Est-ce que vous pouvez nous faire... C'est très risqué, oui. Il faut qu'on le dise, c'est très, très, très risqué. Ah oui, vous avez insisté. Est-ce que vous pouvez nous faire vivre l'expérience d'ailleurs où il y a eu des cas où on a demandé aux populations de ne plus procéder à ces rites-là? Quelles ont été les réactions tout de suite? Lorsqu'on a lu le rapport de l'évaluation qui a été faite à Accra, il a été indiqué clairement que la propagation de la maladie a été associée à des rites funéraires. C'est parce que les populations sont restées réticentes à ces mesures-là. Donc, nous insistons pour dire qu'on a peut-être la chance de ne pas être infecté maintenant, donc nous anticipons sur ces mesures. Alors, il faut que les populations acceptent, en cas de décès, que l'inhumation se fasse immédiatement. Immédiatement? Oui, immédiatement, le jour J même. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès au corps, vous ne lavez pas le corps, vous ne manipulez pas le corps. Voilà. Et ceux qui sont chargés vraiment de manipuler ce corps le font sous stricte précaution. Et immédiatement, on va enterrer le malade. Ça, c'est... Les populations, je crois, nous, depuis mars, ont été préparées à cela. Depuis mars. Et j'espère que, bon, la maladie ne va pas arriver, mais si elle arrive, il y aura une adhésion pour ce genre d'aspect-là. Il faut vraiment faire en sorte que ces pratiques funéraires ne soient pas source de propagation de la maladie. En quoi cela consiste? La prise en charge d'un malade ou quelqu'un qu'on suspecte tout de suite? Qui est-ce qu'on prend en charge? On prend en charge tout le monde. On les prend en charge gratuitement. Si vous n'êtes pas un cas suspect, vous n'êtes pas un cas suspect. Vous serez pris en charge pour la pathologie que vous présentez. Un tuberculeux qui tousse du sang, ce n'est pas de la fièvre Ebola. Donc il va être traité par le programme tuberculose. Quelqu'un qui a du palu, si on trouve que c'est une goutte épaisse, il va être traité pour son palu. Mais s'il est avéré que c'est un cas confirmé de fièvre Ebola, il va être traité comme tel. Et là, les infectiologues vous diront comment ils le font. C'est vraiment un traitement symptomatique. S'il saigne, on va lui donner du sang. S'il est déshydraté, on va le réhydrater. Et c'est comme ça que le traitement va se passer. Alors, et puis un cadavre à l'hôpital, parce qu'il y a plusieurs scénarios, un cadavre à l'hôpital, à domicile ou ailleurs. Comment est-ce que vous les traitez cas par cas? Alors, à domicile, il est demandé, on a eu vraiment l'exemple à l'Ouest. C'est vraiment des cas pratiques. Dès qu'un sujet a été constaté avec fièvre plus autres signes qui est décédé rapidement, les villageois ont rapporté l'information au chef du village. Le chef du village a dit, vous ne touchez plus à ce cadavre. J'appelle, moi, les services de santé. Automatiquement, ils sont arrivés, ils ont porté les combinaisons, les mesures de précaution ont été observées et la famille a accepté que le cadavre soit enterré immédiatement. Voilà. Donc, dans ce contexte-là de fièvre Ebola, si vous avez des signes évocateurs qui sont en faveur de ce signe-là et qu'il décède, vous ne devez pas toucher.
il faut informer automatiquement les services de santé. On va appeler les services mortuaires qui vont venir avec un sac mortuaire et des mesures de précaution rigoureuses vont procéder à l'enterrement immédiatement. Alors, je voudrais vous faire suivre d'abord cet exemple. Que faire lorsqu'on se trouve en face d'un cas de fièvre hémorragique Ebola? Quel comportement les agents de santé doivent-ils adopter en cas de présence du virus Ebola dans leur centre de santé? Pour répondre à ces préoccupations, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a décidé de se mettre en situation réelle. Et je voudrais vous faire regarder et suivre cette simulation. Hervé est planteur. Malade depuis son retour le 2 août dernier de la Guinée forestière où il séjournait, il décide de se rendre dans le centre de santé de Kandople, son village natal, situé à 15 km de Biankouma. Vêtu de son équipement de protection individuelle, le médecin du centre de santé de Kandople le consulte. Hervé est suspecté par le médecin d'être atteint de la fièvre hémorragique. Il sera donc conduit par l'ambulance médicalisée de l'équipe d'intervention rapide au centre d'isolement situé à l'hôpital général de Biankouma. À Biankouma, Hervé est déclaré positif, donc porteur du virus Ebola. Il décède par la suite, puis est inhumé par les agents du centre de santé, vêtus de leur équipement de protection individuelle. Ceci est une simulation. Pendant toutes ces étapes de la simulation, la prudence était de mise. Les équipements de protection individuelle et les gants utilisés par le personnel de santé, depuis la consultation jusqu'à l'inhumation du malade, sont détruits. Le personnel de santé ayant participé au traitement du patient s'est aussitôt fait désinfecter les mains avec de l'eau javelisée. Le centre de santé de Kandople, celui de l'isolement de Biankouma, l'ambulance médicalisée et le corbillard sont aussitôt désinfectés par l'Institut national de l'hygiène publique de Ma. Les patients assis auprès d'Hervé au centre de santé de Kandople, ses parents et les autres contacts sont recherchés et identifiés. Ils seront à leur tour sensibilisés par le directeur départemental de la région et pris en charge pendant 21 jours par les médecins de la localité. Cette simulation s'est faite en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabritoakeuse et de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Kofi Goudou. Professeur Dosso, vous l'aviez dit tout à l'heure, on va jusqu'à la gestion des linges, des déchets, on va jusqu'à brûler les tenues déjà utilisées pour après l'inhumation. C'est exactement la même chose au niveau du laboratoire. Quand on a fini de techniquer, tous les équipements de protection individuelle sont incinérés. Est-ce que de façon exhaustive, on a énuméré certains animaux ou bien on doit se méfier de tous les animaux à la fois? Non. Le message du ministère est très clair. Oui. Il est univoque. Il s'agit d'animaux de brousse. On ne va pas discriminer entre tel ou tel animal. On n'a même pas la liste exhaustive. Donc, dans une démarche de santé publique, pour avoir une valeur ajoutée à la lutte, il a été demandé de ne pas consommer de la viande de brousse jusqu'à nouvel ordre. Et il faut que les populations s'en tiennent à cela. Au début, c'était bien respecté. Et dès que vous avez la courbe épidémique de la fièvre Ebola, en tout cas depuis la Guinée, elle décline deux phases. La première phase, elle était bien ascendante. Lorsque le nombre de cas a baissé, les populations ont abandonné ces bonnes pratiques et la courbe encore a grimpé. Donc, j'invite toujours que la Côte d'Ivoire n'étant pas affectée, elle doit agir sur les deux axes. La contamination animale-homme, il faut rompre cela. La contamination homme-homme aussi, il faut rompre cela. Donc, nous agissons sur ces deux axes-là. Et faut-il craindre de la viande préparée? Alors, je vous le dis, ces questions ne sont pas innocentes parce que nous avons vu des documentaires où certaines personnes sur des marchés de certains pays que je ne cite pas disaient très clairement nous continuerons de vendre de la viande préparée, de la viande séchée parce qu'aucun microbe ne peut résister à cela. Là, vraiment, je voudrais m'adresser d'abord au professeur Dosso avant même de continuer. Professeur, lorsque vous entendez un tel commentaire, quelle est votre réaction? Le sang et les organes des animaux infectés contiennent une grande quantité de virus. Dès que vous allez manipuler ces animaux-là, vous allez vous infecter. C'est très clair. Or, avant de mettre, je dirais, la viande dans la sauce, il faut la découper, il faut la préparer, etc. Et ce sont ces opérations-là qui sont contaminantes. C'est d'abord une maladie animale. C'est une maladie de ce qu'on appelle la faune sauvage. C'est une maladie qui est dans le règne animal qui vit dans la forêt.
Donc, il faut savoir que les animaux sont à la source du premier cas dans la grande majorité des cas. Professeur Dosso, pour terminer, quelle conclusion vous pourriez tirer? Alors moi, la conclusion que je voudrais tirer, c'est que la préparation pour éviter l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire, on est confronté à un risque majeur et ce risque majeur ne sera pas le dernier. Donc les mesures de prévention, les messages de prévention, la mobilisation, etc., il faut que chacun fasse sien à l'échelle individuelle de toutes ces mesures-là et puis change un peu de comportement parce que nous ne sommes pas à l'abri d'autres épidémies. Et donc cette épidémie doit nous aider à prendre conscience et surtout à prendre que chacun doit être, je dirais, le surveillant de chacun pour éviter qu'on ait ce qui se passe actuellement malheureusement en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et qui est effroyable. C'est ça ce qu'on peut dire. C'est ce que je voudrais dire. Docteur Coulibaly, pour terminer complètement. Oui, je voulais indiquer que y a toute une série de mesures qui ont été mises en place. Ce qui est attendu, c'est l'adhésion des populations à ces mesures. La première des choses, c'est le respect du lavage des mains. On insiste là-dessus, ça ne coûte vraiment pas cher, il faut se laver les mains. Deuxième chose qu'on voulait dire aux entreprises ou à tous les établissements qui reçoivent du grand monde, c'est d'augmenter la fréquence de nettoyage de leurs locaux, de leurs toilettes. S'ils nettoyaient cela 2 ou 3 fois par jour, il faut passer à 5-10 fois par jour. On réduit un peu comme cela le risque. Troisième mesure qui est mise en place, c'est la protection du personnel soignant. Des équipements de protection individuelle ont été acquis. Ces équipements ont été mis à la disposition du personnel soignant. Vous allez souvent les voir en équipement de protection individuelle en train de vous examiner. N'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que vous avez la fièvre Ebola, il s'agit de mesures de précaution. Les rumeurs foisonnent. La source de l'information, c'est le ministère de la Santé, notamment à l'Institut national d'hygiène publique. Les données y sont colligées, traitées. Si vous voulez la bonne information, il faut se référer à l'Institut national d'hygiène publique. Si vous présentez fièvre, maux de tête, saignement, rendez-vous dans le centre de santé le plus proche. Les dispositions sont prises pour que vous soyez pris en charge. La prise en charge s'articule autour de plusieurs points. Le traitement est gratuit. Les médicaments ont été prépositionnés dans les pharmacies, dans les districts. En Côte d'Ivoire, vous avez 82 districts sanitaires. Les médicaments ont été prépositionnés pour que vous soyez pris en charge gratuitement. Donc, n'ayez pas peur, ne restez pas à la maison, vous serez pris en charge gratuitement. Autre mesure prise, c'est l'identification des centres de traitement dans ces districts. Donc, vous avez vu tout à l'heure dans le film, à l'ouest, au niveau des frontières, c'est parce que c'est là-bas qu'il y avait le risque. Le risque était plus élevé. Avec l'appui des partenaires, le ministère a installé donc ces centres de traitement. Il s'agit de centres pour isoler les malades et les prendre en charge gratuitement. Et ce dispositif est en train de se répandre un peu plus sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes dans le domaine de la gestion des risques. On essaie d'évaluer où le risque est le plus élevé et on y agit pour y parer plus vite. Maintenant, on avance progressivement vers les zones où le risque est un peu moindre. Et les mêmes dispositions seront prises pour protéger l'ensemble du personnel. Je vous remercie. Merci, docteur Coulibaly. Vous avez été entendu. Et merci, professeur Bissaniene. Et puis merci aussi au professeur Dosso. Plus de 1400 morts. La maladie à virus Ebola déclarée urgence mondiale par l'OMS sévit en Afrique de l'Ouest depuis février 2014, notamment en Guinée-Conakry, Libéria et en Sierra Leone, et tout récemment au Nigeria. Et la maladie tue à 50, à 90% même. Tout le monde doit donc prendre conscience afin d'empêcher la survenue de la propagation de cette épidémie en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTI 1.